Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Je vais revenir un instant quand même sur cette Amérique puritaine, cette Amérique de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe, parce que c'est important de savoir d'où viennent les personnages, comment ils grandissent, comment ils deviennent ce qu'ils sont devenus, évidemment, parce qu'on est bien entendu le produit de son environnement. On n'est pas uniquement... tout n'est pas dans l'ADN, bien entendu. Ça, c'est d'une logique implacable. Quand Josiah Franklin arrive à Boston en 1683, l'Amérique anglaise, et j'insiste sur l'Amérique anglaise, c'est encore un monde en construction. La ville compte à peine quelques milliers d'habitants, les maisons sont en bois, les rues sont étroites, la société est dominée par une culture religieuse exigeante, celle des puritains. On voit très bien ça dans la série Outlander, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui est tirée d'un excellent livre, justement, et la série est vraiment remarquable. On voit très très nettement cette Amérique puritaine. Ces hommes et ces femmes ont traversé l'Atlantique, déjà. Et ils ont une ambition très particulière. Ils ne viennent pas seulement chercher de nouvelles terres ou de nouveaux marchés. Ils veulent en fait bâtir une société différente, une communauté qu'ils espèrent moralement exemplaire. Et l'un de leurs dirigeants, John Winthrop, parle d'une cité sur la colline, un modèle de vertu destiné à être observé par le monde entier. Vous savez, au Moyen-Âge, on avait la Jérusalem céleste comme modèle unique. Et bien là, on a cette fameuse cité sur la colline. Mais contrairement à l'image austère qu'on se fait parfois des puritains, leur vision du monde n'est pas hostile à la réussite matérielle. Au contraire, dans leur conception religieuse, le travail est une obligation morale. L'homme ne doit pas se retirer du monde pour atteindre sa sainteté. Il doit au contraire agir dans la société, produire, commercer, créer de la richesse. L'activité économique devient une forme de discipline spirituelle. Et cette idée-là va jouer un rôle décisif dans la formation de l'entièreté de la mentalité américaine. Et si on veut comprendre l'Amérique encore aujourd'hui, si on veut comprendre les Américains, les États-Uniens, on ne peut pas passer outre ça. Pour les puritains, donc, la prospérité n'est pas honteuse. Elle peut être le signe d'une vie ordonnée, d'une conduite vertueuse et d'un travail persévérant. Le commerce, l'artisanat, l'entreprise ne sont pas des activités donc suspectes. Ce sont des moyens de contribuer au bien commun. Et j'ai l'air d'insister là-dessus, mais c'est vraiment super important. On retrouve déjà cette idée dans les sermons, les textes religieux de l'époque. Vous savez, l'homme doit exercer une profession stable, servir la communauté, améliorer sa condition par l'effort. Et Josiah Franklin incarne parfaitement justement cette mentalité. En arrivant à Boston, il abandonne son métier de teinturier, qui n'a pas beaucoup d'avenir dans cette colonie qui est encore pauvre. Et donc, du coup, il choisit un travail plus utile, la fabrication de chandelles et de savons à partir de graisse animale. Alors, on ne va pas se le cacher, c'est un métier pénible, parfois nauséabond, mais qui répond à un besoin essentiel, bien sûr, de la société coloniale, dans une ville où l'éclairage dépend entièrement, comme je vous disais tout à l'heure, des bougies, et où l'hygiène reste quand même assez rudimentaire. Et bien ce commerce assure, du coup, un revenu régulier. Ça, c'est marrant parce que je fais un aparté là-dessus, mais quand vous voyez les films américains ou les séries d'ailleurs, il y a une chose qui est très très souvent dans ces films et séries, c'est les bougies. Ils peuvent pas prendre un bain sans mettre des bougies, ils peuvent pas faire une soirée en tête-à-tête sans des bougies, et je me suis dit souvent en rigolant, il y a un métier qui doit être génial à Hollywood, c'est vendeur de bougies. Donc vous voyez, ça doit exister encore. Bref, peu à peu, Josiah Franklin, c'était vraiment pour faire sourire. Josiah Franklin donc s'intègre dans la vie civique bostonienne. Comme beaucoup de puritains, il ne sépare pas la vie religieuse de la vie publique. Les deux sont intimement liés. Il devient membre actif de sa congrégation, il occupe même des fonctions dans la communauté. Dans la société puritaine, l'Église est aussi un lieu de discussion politique et sociale. C'est le cœur du système. Les assemblées religieuses sont des espaces où on débat, où on prend des décisions collectives, où on apprend à participer à la vie publique. Eh bien, c'est dans ce cadre, encore une fois, que Benjamin Franklin va grandir. La maison familiale est modeste, mais comme je vous l'ai dit, très animée bien sûr. Les enfants y apprennent très tôt les règles fondamentales de cette culture puritaine, la discipline, l'effort, la responsabilité personnelle. Le père Franklin insiste,
encore une fois, sur l'importance du travail bien fait et sur la prudence dans les affaires. Pour lui, la réussite ne dépend pas du hasard, mais de la constance dans l'effort. Benjamin Franklin va se souvenir longtemps des soirées passées autour de la table familiale. Son père aime inviter des voisins ou des amis pour discuter de questions utiles, les affaires de la ville, les décisions de la communauté, les problèmes pratiques de la vie quotidienne. L'objectif est clair, toujours stimuler l'esprit des enfants et les habituer à réfléchir aux questions publiques. Eh bien, dans cette atmosphère, Benjamin Franklin découvre très tôt 2 principes essentiels. Le premier, c'est que l'individu doit travailler à son propre perfectionnement, c'est-à-dire améliorer ses compétences, développer ses talents, apprendre sans cesse. Le second est que ce perfectionnement personnel doit servir la collectivité. L'homme vertueux n'est pas celui qui se retire du monde, mais celui qui agit pour le bien commun. Eh bien, ces 2 idées-là, progrès individuel et utilité sociale, deviendront tout simplement le cœur de la pensée de Benjamin Franklin. Et du coup, on comprend pourquoi son parcours n'est pas simplement celui d'un individu exceptionnel. Il s'inscrit dans une transformation plus large de la société atlantique. Dans les colonies américaines, une nouvelle culture est en train d'émerger, une culture où l'origine sociale compte, mais moins, si vous voulez, que le travail, où la réussite personnelle est considérée comme légitime et où l'engagement civique devient une valeur fondamentale. Et il est encore enfant dans le Boston puritain du début du XVIIIe siècle, mais il grandit déjà dans un monde où se préparent les principes qui plus tard vont définir cette société américaine, l'autonomie individuelle, l'éthique du travail et la conviction que les citoyens ordinaires peuvent participer à la construction de leur propre destin. Et à partir de là, on comprend un peu mieux peut-être d'où vient la Révolution américaine, que c'était de toute façon écrit, que ces hommes-là, avec ce type de pensée, ne pouvaient pas continuer d'agir ainsi.